XXe siècle en France, ah, quelle époque! C'était vraiment un siècle de turbulences incroyables. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque grand choc, chaque grand traumatisme historique a provoqué une réaction, une sorte d'onde de choc artistique et intellectuel. C'est cette histoire-là, ce dialogue permanent entre la crise et la création, qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, pour vraiment comprendre ce siècle, il faut tout de suite voir sa contradiction majeure, son grand écart permanent. D'un côté, on a un progrès mais fulgurant, hein, l'électricité qui arrive partout, le métro à Paris, les tout premiers avions, des génies comme Marie Curie, c'est incroyable. Et de l'autre côté, eh bien c'est la destruction. Une destruction à une échelle qu'on n'avait jamais vue. Je parle de 2 guerres mondiales, de millions et de millions de morts, de l'humiliation de l'occupation. C'est vraiment cette tension, cette lutte constante entre la lumière et l'ombre qui va être le moteur de tout ce qui va suivre. Allez, on commence par le début, juste avant le grand chaos, une période d'optimisme incroyable, à tel point qu'on l'a appelée la Belle Époque. Mais ce qui est fou, c'est que ce nom, on ne lui a donné qu'après coup, bien plus tard, par pure nostalgie d'un monde qui avait disparu à jamais. À cette époque, la foi dans le progrès, elle était palpable. On la respirait. Imaginez un peu, on est en 1914 et le métro parisien y transporte déjà 1 million de personnes par jour. Louis Blériot traverse la Manche en avion en à peine 37 minutes, un truc de science-fiction pour l'époque. Marie Curie, elle, décroche un prix Nobel. Bref, c'était vraiment une ère où on avait l'impression que tout, absolument tout, devenait possible. Et ça, on le célébrait en grande pompe dans les expositions universelles. Mais attention, hein, sous ce vernis de perfection, il y avait de sacrées fissures. L'affaire Dreyfus, par exemple. Une erreur judiciaire monstrueuse teintée d'antisémitisme qui a littéralement coupé le pays en deux. Et cette affaire, elle a montré 2 choses. D'abord, le pouvoir naissant et immense de la presse et des intellectuels. Et ensuite, elle a provoqué un vrai tremblement de terre sociétal. La séparation de l'Église et de l'État. Et puis, tout s'est effondré. Cette belle époque, elle s'est fracassée de la manière la plus brutale qui soit. Et de ces décombres va naître l'un des mouvements artistiques les plus radicaux, les plus contestateurs de toute l'histoire. Le point de rupture, le voici. C'est ce chiffre. Plus de 8 millions de morts. Ce n'est plus une guerre, c'est une boucherie industrielle. Une hécatombe qui a anéanti toute une génération et surtout qui a pulvérisé la confiance qu'on avait au XIXe siècle dans la raison, le progrès, la civilisation. Face à ça, toutes les belles valeurs du passé, eh bien, elles sonnaient comme une blague de très très mauvais goût. Alors comment on répond à une absurdité pareille? Eh bien, par l'absurdité, c'est exactement ce qui s'est passé à Zurich, en pleine Suisse neutre. Des artistes, des poètes en exil, ils ont décidé de déclarer la guerre à la guerre. Et leur arme, ça a été le mouvement Dada. Dada, ce n'est pas un style artistique, non, c'est un anti-art. L'idée est simple en fait. Si le monde est devenu complètement fou, illogique, sauvage, alors l'art doit faire pareil. Fini la logique, fini les règles, fini la recherche du beau. Et pour bien comprendre leur philosophie, rien de mieux que leur technique pour écrire un poème. Tristan Tzara, un des papas de Dada, expliquait ça très bien. Pour lui, pas besoin de talent, ni d'inspiration. Non, juste du hasard pur. Le but, ce n'était pas de créer du sens, bien au contraire, c'était de le faire exploser. De montrer que même le langage avait perdu toute sa valeur, comme le reste du monde. Au final, le but, c'était quoi? La provocation. Pure et simple. Dada, c'était une arme pour choquer le public bourgeois, pour faire voler en éclats toutes les conventions, pour faire table rase de tout cet héritage artistique qui, pour eux, était complice du carnage dans les tranchées. Mais alors, que devient toute cette énergie destructrice? Est-ce qu'elle disparaît? Pas du tout, elle se transforme. Une fois le traumatisme de la guerre passé, la France, elle bascule dans toute autre chose. Une décennie de fêtes complètement frénétiques. C'est une sorte d'euphorie de survie. On les a appelées les années folles. Et là, c'est une véritable explosion culturelle. Les femmes qui avaient tenu le pays à bout de bras pendant que les hommes étaient au front gagnent une toute nouvelle indépendance. C'est l'époque de la garçonne. Et qui capture cet esprit mieux que personne? Coco Chanel, bien sûr, en créant le pantalon pour femmes. Un vrai symbole de libération. Tout Paris danse le Charleston jusqu'à pas d'heure. Et l'énergie de Dada dans tout ça, eh bien, elle n'a pas disparu. Elle a muté pour donner naissance au surréalisme. On n'explore plus le chaos maintenant, on explore le rêve, l'inconscient. Sauf que toute cette euphorie, elle était incroyablement fragile. C'était une fête construite sur des ruines, avec l'ombre menaçante de la prochaine guerre qui planait déjà. Parce que pendant que Paris dansait, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, un certain Hitler commençait déjà à préparer sa revanche. Et ça allait tout changer.
Et on en arrive au deuxième grand choc du siècle, la Seconde Guerre mondiale, un effondrement encore plus total. Et de ces cendres va naître une question philosophique absolument fondamentale. Pour la France, la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas été juste une défaite militaire. C'était bien plus que ça. C'était un traumatisme national profond. Le pays s'est littéralement déchiré de l'intérieur, entre ceux qui ont collaboré avec l'occupant nazi et ceux, héroïques, qui ont risqué leur peau dans la résistance. C'était une sorte de guerre civile morale, en fait. Alors, après ce deuxième chaos, après avoir vu le pire du pire de ce que l'être humain est capable de faire, une question s'est imposée à tout le monde et avait une urgence terrible. La question, c'était, si tout s'est effondré, les nations, les idéologies, même la religion, s'il n'y a plus rien, sur quoi est-ce qu'on peut encore s'appuyer? Comment on fait pour trouver un sens à son existence? Et la réponse, elle est venue d'un mouvement philosophique, l'existentialisme, avec des penseurs comme Jean-Paul Sartre en tête de file. Et leur idée, elle était radicale. Ils disaient, voilà, le monde n'a pas de sens donné à l'avance. Il n'y a pas de grand plan. Et ça peut faire peur, mais en fait, c'est aussi une immense libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain est totalement libre, mais aussi totalement responsable de créer son propre sens, ses propres valeurs, à travers ses choix, à travers ses actes. Bon, alors si on prend un peu de recul sur tout ça, on commence à voir un schéma très clair se dessiner à travers ce siècle complètement fou. Le point clé, vraiment, c'est cette mécanique. Une crise historique majeure engendre une réponse artistique ou intellectuelle spécifique. Regardez, le choc de 14-18, ça donne la révolte totale de Dada. La fin de la guerre et le besoin de s'évader, ça donne le rêve du surréalisme. L'effondrement moral de la Seconde Guerre mondiale, ça force la quête de sens de l'existentialisme. C'est un cycle en fait, un cycle de destruction et de reconstruction. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question pour nous, aujourd'hui. Si l'art et les grandes idées sont toujours la réponse au choc d'une époque, alors quelle forme prendra, ou peut-être même quelle forme prend déjà l'art qui répond à nos propres crises actuelles?